J'étais au marché l'autre jour et je me suis rendu compte que j'avais pas mon porte-monnaie. Ah, c'est vraiment pénible. D'abord, c'était un peu tard. Course, prendre du 10 pas pour stationner, j'avais pas mon porte-monnaie. Hein. Ah. Mais l'autre jour, c'était encore pire. On arrivait à l'aéroport et je m'aperçois que j'ai pas mon billet. Hein? Oh là, oui, vous avez raison. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre monsieur? On le croyait normal. Et l'autre jour, c'est toujours l'autre jour, c'était pas hier. Je suis parti de la maison depuis 1h30. J'avais programmé une balade avec ma femme. C'est rare. Et tout d'un coup, on dit, oh là là, on a laissé, je crois, quelque chose sur le feu. Ah, oh là là, vous vous rendez compte? Il en arrive des choses. Ouais, ça vous arrive aussi, non? Vous fermez la porte de la maison et tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez laissé les clés à l'intérieur. Oui, c'est... Oh là là, maintenant vous connaissez la suite du cours, ça y est, c'est fini, on peut s'arrêter, voilà, les oh là là, c'est les oh là là. Oh là là, c'est terrible. Très fort, vous avez tout compris. Mon problème, c'est les oh là là. Oh là là, il y a une situation pire que tout ça. Pire que tout ça. Je ne vais pas dire que ça m'est arrivé, sinon qu'est-ce que vous allez penser? J'étais en train de vouloir regarder la gouttière de notre toit qui semblait boucher. Je monte, je gravis les échelons là, de l'échelle qui était adossée au mur là, qui me permettait. Je fais un faux pas. Ça, c'est pas encore oh là là. Le oh là là, c'est qu'il y avait quelqu'un en bas. Je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant là-dedans. Je trouve que c'est terrible. Il en est mort. Il en est mort. Je suis tombé dessus. Mais c'est pas très grave puisque j'avais ni mes papiers, ni mes clés, qu'il y avait quelque chose sur le feu et je sais pas trop quoi, mais j'ai fait un faux pas et je suis tombé sur un gosse. Hein? Oh là là! Mais il est vraiment mort? Ben oui. Mais oui. Oh, ça fait des années, tu sais. À mon âge, on grimpe plus tellement sur les échelles. Voilà. Terrible. C'est des cas dans lesquels vous voyez que une faute d'inattention, un manque de réflexe, de réflexion avant de faire quelque chose, penser, je sais pas, mais c'est affreux. Ça peut aboutir à des conséquences irréparables. Mais qu'est-ce qu'il en est du gosse? Ouais. Ah, tu te demandes si tu peux continuer à écouter les cours d'un rotséar, d'un criminel. Je n'ai pas oublié mes papiers, je n'ai pas oublié mes clés, j'avais l'argent du marché, je me suis promené avec madame, il n'y avait rien sur le feu et je suis jamais monté sur une échelle. Je veux juste vous exposer ces problèmes de la vie qui peuvent être plus ou moins tragiques, où on commence par une petite négligence, une inattention, une étourderie, et qu'il y a des conséquences qui peuvent être terribles jusqu'à l'irréparable. Il y avait un gosse en dessous. Non, je ne suis pas un criminel, si ça peut vous assurer, si ça peut vous rassurer, ni par omission, ni volontairement, ni rien du tout. Je suis un brave type à qui il n'arrive jamais rien. Baruch Hashem. Mais, comment on gère ces situations? Vous êtes partagé. Il y a deux côtés. Il y a deux côtés, si vous voulez. Il y a quelque chose, il y a les conséquences de mon inattention qui peuvent être dramatiques.
dramatique. Et c'est Erev Shabbat, je suis pas au marché, et j'ai pas d'argent. J'ai passé un quart d'heure à tourner là-bas, place Wilson, là, pour me garer. J'ai enfin trouvé une place. J'arrive là et j'ai pas. C'est dramatique. Je vais aller partir pour une simcha de la famille en Eretz, et puis non, j'ai oublié mes papiers. C'est terrible. Je parle pas quand le pauvre gosse qui est mort par ma faute parce que j'ai fait un faux pas. Mais puis d'un autre côté, je peux quand même pas tellement dire que c'est ma faute. Parce que oui, c'est ma faute, mais ma faute, c'est pas grand-chose. Ça veut dire qu'il y a eu des conséquences énormes, et moi j'ai fait juste un oubli. Et vous savez là-dedans comment ça peut se passer. On oublie les papiers. Pourquoi? Parce que c'est ma femme qui fait les valises, bien entendu. On est de l'ancien temps. Alors donc c'est ma femme qui fait le travail, quoi. Bon, moi je râle. Alors, bon, mais je comptais sur elle. Elle pensait que c'était moi. C'est toujours moi qui prends les papiers, quoi. C'est normal, non? Je suis l'homme. Mais ce coup-là, je comptais sur elle. C'est elle qui a qui a imprimé les billets et tout. Et les conséquences dépassent largement ma responsabilité, quoi. Moi, j'ai fait un petit truc. Il y a quelque chose qui s'appelle, dans la Gemara, Trilato bepshia vesofo beones. Ça commence par une négligence, ça finit par un cas de force majeure. C'est-à-dire, on est dépassé par les conséquences de son acte. Exemple. Si quelqu'un me donne de l'argent à garder, alors il y a des façons de garder les choses, par exemple, de les mettre juste tout en haut du mur, dans les derniers 10 centimètres, ou bien derrière, tout en bas, la plainte. Oui, parce que les voleurs, quand ils venaient quelque part, ils savent très bien qu'on peut avoir mis une cachette derrière le mur, qu'il y a quelque chose de creux, ils frappent les parois. Ils frappent les parois pour voir s'il n'y a pas quelque chose de creux dans lequel quelque chose aurait pu être caché, n'est-ce pas? La façon de le garder à la maison, tout en bas, il tape pas, ou tout en haut, et il tape haut, mais c'est trop. Donc c'est une façon de le garder. Mais, j'ai pas eu le temps de faire ça. Et je me suis dit, regarde, cette bourse que l'autre il m'a confiée pour que je la garde, bon, j'ai un moyen, j'ai pas le temps de le cacher là où il faudrait dans la maison. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'ai une meule là-bas à 200 mètres de la maison, dans mon champ, une meule là-dedans, et les voleurs, c'est pas là-bas qu'ils vont chercher de l'argent. Je mets là-bas ma bourse là, qui m'a été confiée. Et puis le voleur, je sais pas comment ça se fait, il est allé là-bas. Il a regardé. Hein? Je suis responsable ou je suis pas responsable? C'est vrai que j'ai pas bien gardé l'objet. J'ai fait une pchia, une négligence. J'ai pas bien gardé ce qu'on m'a confié. Parce qu'il faut le mettre à la maison dans tel et tel endroit, n'est-ce pas? Tel et tel auteur. Alors que le mettre dans la meule, non, tu dois pas. Pourquoi? Parce que la meule, elle peut prendre feu. Ça, c'est quelque chose de l'ordre des choses. Il peut y avoir la foudre, il peut y avoir, je sais pas, moi, quelqu'un de négligent qui n'éteint pas bien sa cigarette, etc. Donc il fallait pas que je le mette là-bas. Mais pas à cause des voleurs. Les voleurs, ils cherchent pas là-bas. Donc je dirais, c'est une situation dans laquelle je suis responsable au départ, Trilato bepshia, vesofo beones. Et ça commence, et je suis dépassé par ce qui se passe. Faut pas mettre des chiens ou des chèvres sur sa terrasse. Hein? Nous sommes au Maroc. Alors les gens, ils n'ont pas les toits en pente pour que la neige elle s'écoule et tout ça. Ça, c'est en Europe plutôt. Au Maroc, on avait une belle terrasse. Et il ne faut pas mettre les animaux là-dessus. Pourquoi? Parce que un chien ou
ou un cabri, ils font des sauts, ils sautent et ils risquent d'aller chez le voisin et d'abîmer les choses qui se trouvent entreposées sur la terrasse du voisin. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Manque de chance. Le chien, il a buté, je sais pas, sur le rebord de la terrasse, il est tombé en bas, il a cassé la vaisselle qui était là-bas. C'est quand même pas de ça. Je veux dire, c'est pas pour ça que je dois pas mettre le chien sur le toit. C'est parce qu'il risque de sauter chez le voisin et d'abîmer les choses chez le voisin, n'est-ce pas? Mais c'est pas parce qu'il risque de tomber, ça n'arrive jamais. Eh ben oui, c'est arrivé. Mais j'avais pas à mettre le chien là-bas. Il devait pas être sur la terrasse. Pourquoi? À cause du risque du voisin. D'accord, mais il devait pas. Donc, par rapport au fait dans mon comportement, j'ai commis une négligence, mais les effets de la négligence ont largement dépassé. C'était complètement inattendu, mais un chien qui tombe, les chiens ou les chèvres, ils savent où mettre le pied, quoi. Ils tombent pas comme ça dans le vide. Et en bas du mur, il y avait de la vaisselle. Quelle malchance qu'il y a de la vaisselle. Vous comprenez? Ça, dans le 3e pérec de Baba Metzia, on discute de cela. Il est chayav. On est responsable dans un cas de ce genre-là. Mais je peux dire, ça, c'est parce qu'on est responsable, parce que c'est une question d'argent. C'est une question de payer. Et pour les questions d'argent, je comprends que, question d'argent, il y a une part de responsabilité de ta part. Ça veut dire, si tu n'avais pas mis l'argent dans la meule, si tu n'avais pas monté l'animal là, qui fait des sauts là, sur la terrasse, ça ne serait pas arrivé. Eh bien, ça y est, bon. Ta responsabilité est engagée, et s'il y a des conséquences, il y a des conséquences. Vous comprenez? Mais ça, c'est parce qu'il y a des questions d'argent. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a eu le bonhomme, il était en train, la Gemara, il parle de quelqu'un qui est en train de faire une petite pente légère sur sa terrasse pour que l'eau puisse s'écouler. Parce que quand il pleut, il faut faire attention. Il y aura des infiltrations si ça reste l'eau. Hein? Elle va, oui. Et ça risque d'abîmer le toit, de fissurer. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une légère pente qu'on aplatit, et puis l'eau, elle peut s'écouler. Alors, et là, l'ouvrier, il est en train d'aplatir ce toit, là, vous savez, comme un rouleau à pâtisserie, mais il y a des rouleaux Maagela, ça veut dire quelque chose de rond, comme ça, qu'on balade là-dessus, pour aplatir le toit. Ça lui échappe, il y a quelqu'un juste en bas dans la rue qui est en train de passer. Oui, si c'était rien passé, on n'en aurait pas parlé. Et un cas très improbable, il se passe, il y a quelqu'un qui, au moment où je vais lâcher le truc, et oui, il fallait que je fasse attention, tu sais, quand on travaille sur le toit et qu'on tient des objets en main, eh ben, il faut faire attention. Oui, mais d'accord, mais qui est justement quelqu'un qui se passe le jour où j'ai fait une négligence et qu'il faut dire attention, je n'ai pas fait très attention, il y a quelqu'un qui m'a appelé à la maison, alors je ne fais pas attention, je laisse mon truc là poser, et puis il roule, et il tombe sur quelqu'un. Vous voyez les situations de la vie où nos actes dépassent largement notre... Alors, on ne sait plus comment gérer. Il y a 2 façons, à mon avis, de gérer ça. Il y en a qui disent oh là là, quelle horreur. Oui, mais d'accord, mais c'est quand même pas ma faute. Enfin, c'était... Moi, je croyais qu'il y avait quelqu'un à la maison, c'est pour ça que j'ai pas pris les clés. Je croyais que là... Mais j'ai vu ma femme qui tirait les imprimés de mes billets. Alors vous comprenez? Je me décharge de la responsabilité que j'ai quand même. Eh ben, tu sais, quand tu pars en voyage, ben, tu dois t'assurer, ou tu vas au marché, assure-toi que tu as de l'argent. Ne compte pas sur les... Ça devrait être, et d'habitude c'est comme ça. Oui, c'est comme ça qu'on agit. On agit légèrement, avec légèreté. Seulement quand tu agis avec légèreté, parfois ça te tombe lourdement dessus, n'est-ce pas? Alors je peux me défausser, c'est-à-dire me décharger de ma responsabilité en disant, qu'est-ce que tu veux, c'était pas... j'y peux rien, quoi, c'est vraiment pas de chance. Je peux accuser la malchance. Ou bien, il y a une autre façon. L'autre façon, c'est quoi?
c'est de dire, hein, mais regarde ce qui est arrivé, mais c'est horrible, une chose comme ça, plus jamais ça va se reproduire, c'est pas assez. Mais je suis fou, mais mince, que j'aurais dû réfléchir. Le gars, il part avec sa voiture en vacances, et puis bon, il y a quelque chose qui est mal réglé. Bon, il n'a pas eu le temps, on n'a jamais le temps. Il n'a pas eu le temps de la faire visiter, il n'y a pas eu de révision générale, ça fait un certain temps, il y a quelque chose qui claque, je ne sais pas quoi, et ouais, il y a l'accident. Après, c'est trop tard, mais mon vieux, il faut réfléchir avant. Je ne suis pas les victimes. Il y avait quelque chose à faire, tu aurais dû faire, tu réfléchis, mince alors. Tu pars en voyage et tu fais pas attention, tu vérifies pas 3 fois que tu as les billets sur toi. Oui, mais je l'ai sorti après pour regarder quelque chose, pour savoir dans quelle voiture du train j'étais. Et il faut savoir dans quelle voiture et quelle place, etc. Je l'ai laissé sur le bureau de l'entrée, mais j'y ai pas du tout pensé. Vous voyez ça? 2 attitudes. Ou bien, je me déculpabilise, j'enlève ma responsabilité, j'ai dit, bon, finalement, c'est un manque de chance, quoi. Ou bien je vais dire, ben, mon vieux, oh là, franchement, ça suffit, hein. On n'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Parce que vous comprenez, quand ça arrive une fois, c'est pas une fois que ça arrive. Hein, quelqu'un qui, une fois c'est de la porte, une fois c'était ça, une fois c'était ceci, une fois cela. C'est une attitude générale. C'est une attitude dans la vie. On est léger. On ne fait pas le poids. La Torah prévoit, dans Parashat Mas'é, c'est pas la Parashat d'hier, je relis ça à la Parashat d'hier, mais en vérité, c'est dans Parashat Mas'é, et pas dans Hémor, qu'on parle de la solution des villes refuges. N'est-ce pas? Si quelqu'un a tué par mégarde, par inadvertance, une personne, qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Il va dans la ville refuge et il reste là-bas, pardon, jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Vous voyez, j'ai Sham Admot à Kohen Gadol. Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. N'est-ce pas? Bien. Il reste là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. La solution, est-ce que c'est une solution? Enfin, ce que propose a priori comme solution la Torah, c'est que ce bonhomme-là, il va aller dans cette ville refuge et il va y rester jusqu'à la mort du Kohen Gadol. D'accord? Bien. Et il y a un livre qui s'appelle Aktav Vakabala, un livre très connu d'un commentateur du 19e siècle, qui dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné un temps pour dire qu'il reste dans la ville refuge? On aurait pu lui dire il doit rester, je sais pas moi, 5 ans, 15 ans, 25 ans, j'en sais rien, mais oui. Alors le Roche, qui est un très très grand commentateur, qui est rapporté par le Ktav HaKabbalah, il dit parce que c'est un din mouvat, c'est un jugement qui est injuste, qui est tordu. Pourquoi? Parce que les causes de ces oublis, de ces accidents, qui sont des accidents, qu'on est le premier à déplorer. Vous imaginez, le bonhomme, hein, il n'a pas révisé sa voiture et il y a un mort là-dedans parce que les freins, ils ont lâché. Il a mis sa voiture, quoi. Mais bon, mais ça se passe, c'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, il est le premier il est effondré. C'est horrible, terrible. Qu'est-ce qui m'arrive? Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord? Il est effondré. Mais, je dirais, la part de responsabilité, elle est très, très variable. Il y en a que c'est arrivé parce que cette échelle il a vérifié hier, il n'a pas vérifié aujourd'hui. Il a raté une marche. D'accord? Ou bien qu'à un certain moment, quand il était à l'échelle, il ne s'est pas tellement tenu parce qu'il pensait qu'il était assez solide, il n'avait pas de vrais problèmes, mais
Ça lui arrive parfois, une fois tous les 3 mois, mais j'y ai pas pensé, qu'il a une agitation de la jambe, je sais pas, il perd l'équilibre. Ou bien ça peut être parce que j'ai emprunté l'échelle que je voyais que le voisin utilisait, moi aussi je l'ai utilisé, et puis j'ai pas vérifié. Est-ce que les échelons sont bien fixés et il y a différentes formes dans lesquelles ça peut se passer. Quand j'ai lâché cette espèce d'aplatisseur de toit, là, hein, ça peut être parce que quelqu'un m'a appelé. Alors vraiment, franchement, c'est pas étonnant que quand quelqu'un m'appelle, hein, vous voyez, les causes pour lesquelles la chose elle a pu se produire, c'est très 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 variable. Donc on ne peut pas dire celui à cause duquel il est arrivé, il était un peu négligent, il a manqué quelque chose, il avait quelque chose à faire qu'il n'a pas fait. On ne va pas dire systématiquement il a 15 ans ou 5 ans ou 25 ans de ville-refuge. Vous comprenez? On ne peut pas. Pourquoi? Mais parce que suivant la gravité, suivant les situations, je dirais, il suffit que ça ne soit pas un cas de force majeure, ça va être quelque chose qui n'a rien complètement. Si le gars il est sur une échelle et tout d'un coup il y a la foudre qui, je ne sais pas quoi, casse l'échelle, là il n'est pas responsable. D'accord? Quand la faute est tout à fait due à un élément extérieur. Quand lui-même il a essayé de faire quelque chose, il a vraiment mal agi, là c'est tout autre chose, il passe au tribunal. Mais quand c'est un accident, eh bien les accidents, ils peuvent être l'échelle des accidents, même si les conséquences peuvent être identiques, mais l'échelle des accidents, elle est multiple. On est d'accord? Donc on ne peut pas donner un barème, on va faire 15 ans. Vous êtes d'accord? Bien. Ce qui dit que le Ktav HaKabbalah, il dit c'est pour cela que c'est la mort du Kohen Gadol. Quand ça se procurera, d'après le nombre d'années qu'il a déjà été dans la ville refuge ou pas, ben chaque situation, étant donné que chaque situation est variable, c'est une façon qui nous permet à ce que le bonhomme qui a une petite responsabilité, il vient à peine de rentrer dans la ville refuge, et ou bien non, ça fait très longtemps, dans un cas où il avait été très responsable, mais ça veut dire que le ciel, vraiment, il gère cette histoire de très 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 près. Ça pose il y a des questions à poser là-dessus, mais c'est une réponse remarquable, je trouve, comme l'originalité qu'on a choisi la mort du Kohen Gadol pour pouvoir varier la sentence, la punition. D'accord? Parce que la part de responsabilité était variable. Hein? Bien. Ça pose des problèmes de dire quoi, le ciel il calcule que le gars il va faire quelque chose à ce moment-là et que l'autre il va faire un truc à ce moment-là, ils vont aller dans la ville refuge et le Kohen Gadol il va mourir justement. C'est très 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 extraordinaire, c'est une hashgacha étonnante, mais bon, là où le problème un peu se compliquer, c'est que la Gemara elle pose le problème dans ma code, c'est la Gemara qui gère ça, et dit si le bonhomme a été condamné à aller dans la ville refuge, ça veut dire on a établi sa part de responsabilité dans l'histoire et on a considéré qu'il n'était ni assez responsable pour qu'on le juge au tribunal sur la mort d'homme, ni assez non responsable pour qu'on le relaxe, qu'on le lâche, ouais, et le Kohen Gadol est mort à ce moment-là. Juste après l'énoncé du verdict, le bonhomme condamné doit aller dans la ville refuge, et sur le chemin de la ville refuge, eh ben, il apprend la nouvelle, le Kohen Gadol est mort. Donc, est-ce qu'il va aller dans la ville refuge ou pas? Alors, il y en a qui disent, eh ben oui, il doit y aller, parce qu'il n'a pas encore été dans la ville refuge. Il a juste été condamné. La Gemara dit le Tisbera chez Galout Mechaperet, Mitat Kohen Mechaperet. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'il était pendant toutes ces années ou tout ce temps, même un laps de temps court, dans la ville refuge, c'est ça qui va lui faire pardonner la faute? Non, c'est la mort du Kohen Gadol. Donc, même s'il n'était même pas encore rentré dans la ville refuge,
Il est dispensé de la ville refuge. Vous entendez? Je ne vais pas rentrer dans les problèmes talmudiques que ça soulève, mais il y a quelque chose d'incroyable. On est en train de nous dire, c'est pas la ville refuge où va rester pendant 5 ans, 10 ans, 25 ans jusqu'à sa mort. Parce que si le Kohen Gadol, il met plus longtemps à mourir que lui, alors lui, il est dans la ville refuge, il est déjà mort, il est enterré là-bas, et c'est seulement la mort du Kohen Gadol qu'on va rapatrier ses ossements et les enterrer dans son cimetière familial, dans son caveau. N'est-ce pas? Mais c'est un truc incroyable, c'est la mort du Kohen Gadol qui le libère, et c'est pas le fait d'avoir fait de la punition là. Incroyable. Alors, à cette occasion-là, je pose 2 questions dans ces conditions. J'attends 1 minute. Top départ. Vous n'avez pas une petite chanson là pour... Non, parce que sinon ils vont croire que ça s'est arrêté là. Le cours s'arrête à là. Pendant 1 minute d'attention. Pas d'inattention, d'attention. 2 questions pour moi. 1, comment se fait-il que, d'après ce que je vous ai dit, il y a 2 réactions entre lesquelles on a à choisir. Soit j'accuse le destin, c'est la faute des autres. C'est parce que ma femme ne m'a pas prévenu que. C'est parce que je comptais sur elle, oui, c'est sa faute. Parce que j'ai pas regardé mes poches, mais c'est parce que j'avais pas de raison j'étais pressé, etc. J'ai des excuses. Je peux gérer cette situation en trouvant toujours des excuses qu'on fait en général, quelles que soient les bêtises qu'on fait et quelles que soient les conséquences de mes négligences. On a toujours une façon de dire c'est pas finalement. D'accord, c'est grave. Oh là là, c'est très très grave. Mais enfin, finalement, c'est pas à cause de moi. Ou bien, au contraire, qu'on prend conscience qu'on est un peu light, on ne fait pas le poids, on n'est pas sérieux dans sa vie. Et on se remet en question, n'est-ce pas? Bon. Je dirais, comment se fait-il que la Torah prévoit la même chose dans les 2 cas? Que le gars, ça soit quelqu'un qui, comme la majorité des gens, il se défausse, ça veut dire que c'est pas de ma faute, c'est quelqu'un d'autre, c'est la faute à pas de chance. Vraiment, j'ai pas de bol. Oh là là, mais c'est vraiment pas... bon, hein? Un accident, j'ai pas bien révisé ma voiture, elle a pas fait une révision de la voiture, et voilà, bon. Si j'ai fait la révision de la voiture, et je viens de faire la révision de la voiture, et qu'il passe un accident, ça dira c'est un cas de force majeure. Je peux pas faire mieux que ce que j'ai fait, c'est pas moi. Mais j'avais à faire cette chose-là, mais j'avais pas le temps, j'avais truc, je comptais sur quelqu'un d'autre qui allait le faire. Le garagiste, justement, il n'avait pas le temps maintenant juste de prendre ma voiture. Peu importe, je cherche quelque chose qui m'innocente, si vous voulez, qui me déculpabilise. Ou bien non, au contraire, je commence à prendre conscience que ça va pas. Ça marche? Hein? Bien. Alors comment ça se fait que la Torah prévoit la même chose? Il restera dans la ville refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. C'est la mort du Kohen Gadol qui fait pardonner. Je comprends pas. Ces 2 types qui ont des réactions absolument différentes. Hein? Première question. Deuxième question. Quelque chose que je ne comprends pas dans cette histoire. Moi, j'ai fait une négligence. Moi, j'ai été étourdi. Moi, j'ai pas fait attention. Mais c'est pas parce que je suis dans la ville refuge que je suis pardonné, mais c'est la mort du Kohen Gadol. Quoi, lui, il meurt et moi, je suis pardonné. Vous comprenez, ça a l'air un peu du Seir la Azazel. Le bouc émissaire, on le lance dans le vide, c'est lui qui prend les fautes, etc., il nous décharge. Mais ça n'a pas de sens. Je pourrais garder cette question pour le bouc émissaire. Hein. Tu te précipites dans le vide, et puis ça y est, les fautes, il avait un tissu rouge qui va devenir tout blanc, et on va voir, là, les fautes... même si elles sont rouges comme l'écarlate, elles vont devenir blancs comme neige. Ouais. C'est un problème, quoi. Moi, je faute ouais,
faut expliquer ça. Bon, c'est pas mon problème le bouc émissaire, mais ça a l'air de quelque chose comme ça. Le Kohen Gadol, il meurt, moi je suis pardonné. Mais qu'est-ce que le Kohen Gadol il a à faire avec moi? Comprenez? Je vois pas que c'est le Kohen Gadol. Tu me dirais, c'est le fait d'être dans la ville refuge. Hein, c'est comme si on disait, il a fait de la prison. Et, entre parenthèses, c'est terrible d'être dans une ville refuge. La Mishnah dit, il n'a pas le droit de sortir de cette ville refuge, parce qu'il risque d'être tué par un proche de la victime qui va venger la victime. Et il sortira l'oleidut mitzvah, veloleidut mamon, veloleidut fashot, vafilu Israël tzrichimlo, vafilu sar tzva Israël ki Yoav ben Sruya, eina yotze einu yotze misham, l'olam, sham te dirato, sham te mitato. Il reste dans cette ville refuge, toujours, ça veut dire jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Hein? Et même s'il est mort là-bas, il reste dans la ville refuge, enterré dans la ville refuge, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein? Alors, et même pour il aurait un témoignage pour une mitzvah. Par exemple, vous savez, pour la nouvelle lune, les gens qui voient la nouvelle lune doivent se précipiter, aller à Yerushalayim et déclarer j'ai vu la nouvelle lune, et donc c'est Rosh Chodesh. Il faut nommer Rosh Chodesh. Ben, si dans sa ville refuge, il a vu la nouvelle lune, ben non, n'intervient pas. Et velo leidut mamon, même si il y avait un procès entre deux personnes, et lui, il a un élément déterminant, un témoignage déterminant dans cette histoire. Et s'il n'intervient pas, eh ben, il y a quelqu'un qui se fait avoir parce qu'il n'y a pas eu le témoignage que lui, il aurait pu porter. Ça ne le regarde pas. Velo leidut nefashot. Et même si une personne risque d'être condamnée à mort, s'il ne va pas témoigner en sa faveur, il n'ira pas. Lui, il savait que ce que les témoins ont raconté à propos d'une personne qui a transgressé Shabbat, c'était pas vrai. Parce que lui, il était avec la personne qui a transgressé Shabbat, ils étaient ensemble, les témoins sont en train de raconter une histoire. Donc, mais c'est terrible, c'est invraisemblable, ce bonhomme-là, il est... Vous entendez? Mais, à Filutzrichimlo, il y a la guerre avec le Hamas ou de la racaille de ce genre-là. Oui? C'est pas de la racaille, c'est trop gentil encore pour eux. Mais, et lui, c'est un stratège. Va filou, Sartzva Israël, que Yoav ben Sruya, même le plus grand général que tu as dans l'histoire juive, Yoav, un général extraordinaire, il aurait donné la victoire, et no Yotse Misham. Ça veut dire que lui, il est enterré vivant dans cette ville refuge. S'il sort, il risque de se faire descendre. Il sort pas, mais il faut que je sauve, je connais un témoignage, il faut que je les sauve, il faut que je les aide. Non, tu es mort. Tu as tué une personne, toi tu es mort. Pas définitivement. Puisque à la mort du Kohen Gadol, il sortira. Oui, c'est pas une mort où bon, mais ça pourrait être toute sa vie, c'est là-bas qu'il vit, c'est là-bas qu'il meurt. Là-bas qu'il sera enterré. Vous entendez? C'est quelque chose de terrifiant. Alors moi j'aurais dit que cette impuissance que tu as, que je ne peux plus agir, le monde, il se déroule en dehors de moi. Comme j'ai tué quelqu'un, eh ben, ça y est, ce bonhomme-là, ça y est, il est sorti du monde. Ben, toi aussi, tu es sorti du monde jusqu'à la mort du Kohen Gadol. J'aurais dit, moi, que c'est ça qui lui fait pardonner. Pas la mort du Kohen Gadol. Vous y êtes? Alors, je vais essayer de répondre un peu à cela. Il y a eu, à Strasbourg, un Beth Midrash, ça s'appelle Shaharim, où Daniel Gerst a fait, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, il a fait une intervention que je trouve brillante. Il m'a envoyé le texte qu'il a écrit, qu'il a rédigé. Je vais essayer de simplifier, d'alléger. Bon,
Voilà, c'est une parenthèse. Amar Rabbi Yitzhak, Chayav Adam le taher atzmo barigel. L'homme est obligé de se purifier avant les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, où il va à Yerushalayim. Pourquoi? Parce que là-bas, il va manger des corbanotes. Là-bas, il va être en état de pureté, il doit être en état de pureté. Et donc, bien qu'un Israël n'a pas d'obligation d'être pur en temps normal, oui, mais quand il va apporter ses corbanotes, il faut qu'il se préoccupe d'être pur pour pouvoir manger, apporter des corbanotes, manger des corbanotes, etc. Et cette histoire de la pureté du bonhomme quand on rentre dans les lieux sacrés, oui, et c'est une histoire qu'on rencontre très souvent. Par exemple, ils devront renvoyer du camp tout celui qui a la lèpre, ou qui a certains écoulements, ou qui est impur au contact des morts, de sorte à ne pas rendre impur leur camp où je réside. Ça marche pas. Impur et Mishkan, ça marche pas. Ou bien, tout celui qui touche un mort et qui ne s'est pas purifié, il va rendre impur le Mishkan d'Hachem, la résidence d'Hachem. Et il aura karet. Il aura la punition très très grave de karet. Ou bien, une femme qui aura mis au monde un enfant, elle ne peut pas rentrer dans le Beit Hamikdash jusqu'à ce qu'à la fin d'une certaine période, elle ait apporté son korban. D'accord? Et donc, dans tous ces cas-là, et il y en a encore d'autres, qu'il y a une obligation, une interdiction de rentrer impur dans le Beit Hamikdash. Et Daniel Gerst, celui qui a écrit ça, il remarque qu'on insiste énormément sur cette impossibilité de rentrer dans le Beit Hamikdash en état d'impureté, parce qu'on voit dans les corbanotes, les moussafim, les corbanotes qu'on apportait à l'occasion des fêtes, à l'occasion de Rosh Hashanah, avec le bouc qui était sacrifié à Yom Kippour, ils viennent tous pour ce problème-là de l'impureté dans le Beit Hamikdash. Impureté qui peut être que quelqu'un qui n'est pas purifié, qui est impur, n'a pas le droit de simplement même rentrer là-bas, dans ce lieu, ou de consommer quelque chose d'impur, même si lui il était pur, dans ce lieu. D'accord? Bien. Alors, il y a une insistance incroyable par rapport à cela. Alors, c'est étonnant, quoi, c'est tellement, tellement grave que vous voyez que la Torah, elle fait la guerre à cela. Vous voyez une insistance, les corbanotes les plus importantes. Quand on a un bouc, il était envoyé là à Azazel, et l'autre, c'était celui-là qui va faire kapara, qui va faire pardonner sur le fait qu'on n'a pas fait attention, qu'on est rentré dans le Beit Hamikdash tamé ou des choses de ce genre-là. Mais c'est fou, mais qu'est-ce que c'est tellement grave? C'est karet, c'est vrai, c'est rentrer impur dans le Beit Hamikdash, ça donne karet, c'est très 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 grave, c'est une sanction divine, mais il y en a 36. Le nombre, il y a 36 cas de karet. Quelqu'un qui transgresse Shabbat sans qu'il y ait des témoins et qu'il a fait volontairement, il a karet. Il y a plein de cas où il y a karet. Alors, qu'est-ce que celle-là, on fait une guerre à cela d'une façon incroyable. Mais qu'est-ce qu'on a tout d'un coup avec cela? Il y a tellement de choses qui sont très très graves. Pourquoi celle-là qui semble pour nous un peu anodine, pas terrible? Vous comprenez? Alors, il rapporte une xéra, une décision des Chachamim un peu étonnante. Vous savez que quand on est impur, comment est-ce qu'on devient pur? Hein? Oui, si c'est l'impureté d'un mort, oui, il fallait le contact d'un mort avec l'histoire de la vache rousse, elle est très très juste. Oui. Comment? Le mikvé. Très bien. Alors, le mikvé, ça veut dire la personne il rentre dans le mikvé, et s'il n'y a pas de khatsitsa, il n'y a pas de barrière, tout le corps, c'est comme si on retrouvait la pureté, comme si, je pense, ça veut dire que comme un enfant, au début, c'était comme du liquide, et ce liquide va finalement prendre forme et devenir un enfant. Hein. C'est comme si on revenait à l'état avant la faute.
voyez, on retrouve une pureté originelle. Je pense que ça, l'idée, une des idées fortes dans le mikvé, c'est pour ça qu'il a 40 CA, parce que 40, c'est l'allusion aux 40 jours où va se former l'enfant. On vient dans le bain, le bain matriciel, ouais, dans là. Voilà. Donc là où il n'y a pas encore de faute, il n'y a pas encore de présence de quelque chose qui est défini. Hein? Bien. Peu importe. Le mikvé. Alors, si par exemple, quelqu'un il va à la mer et il va se baigner et il fait du sous l'eau et que, je sais pas, le maillot de bain n'est pas tellement serré, donc l'eau elle passe partout, il est pur. C'est en mikvé, mais peu importe. Qu'est-ce qu'il a comme intention ou pas comme intention, il est pur. Il était dans un mikvé, dans des conditions qui rendent pur, ça suffit. Les Chachamim lui disent que si tu veux manger du Maaser Sheni, certaines récoltes qu'il fallait manger au Shalaim, il faut en plus de là, ça suffit pas d'être pur, il faut s'immerger, rentrer dans le mikvé avec l'intention de manger le Maaser Sheni. Et si tu veux manger de la trouma, ça suffit même pas que tu étais dans le mikvé pour manger du Maaser Sheni, parce que la trouma c'est plus que ça, il faut aller au mikvé pour pouvoir manger de la trouma. Et même si tu étais pur, un Kohen qui était pur et allait au mikvé dans l'intention de, si c'est des corbanotes que tu veux manger, il faut aller se tremper dans l'intention des corbanotes. Bon. Qu'est-ce que les chachamim ils veulent? La Torah elle te dit que normalement tu rentres dans le mikvé, c'est bon, tu es pur. Les chachamim ils te prennent en main, tu vois, en disant mais non c'est pas comme ça qu'on va au mikvé. On va pas au mikvé comme ça parce que on est tombé dans l'eau. Ça s'est passé comme ça, non. C'est un acte que tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Il faut maîtriser tes actes. Tu vas et tu sais que tu dois manger du Maaser Sheni ou de la trouma, des corbanotes, ce que tu veux. Eh bien, tu dois savoir avoir ça en tête. Sinon, ça ne marche pas. Il y a un texte qu'il cite qui est incroyable, que si quelqu'un, par exemple, avait des habits de Shabbat, et pendant la semaine, il ne fait pas attention, et au lieu de prendre ses habits de tous les jours, il prend ses habits de Shabbat. Oui. Et il les met, ses habits deviennent impurs. Ah, c'est incroyable. Même si lui, il est pur. Quoi? Parce qu'il s'est trompé seulement, il n'a pas fait attention, et alors il a pris des habits de... C'est fou, mais ce truc-là, il devient impur. Bon, il devient fou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois une maîtrise, tu fais attention à ce que tu fais. Fais attention! Les habits de Shabbat, c'est les habits de Shabbat. Et on ne fait pas comme ça les habits, on se trouve. Nous, c'est pas grave, on dit, bon, c'est une erreur, zut, c'est embêtant, il faut changer, il faut remettre les trucs, j'ai pas fait attention, j'ai pas fait attention, mais j'ai commencé à m'habiller, c'était des habits qui étaient au pied de mon lit, j'ai pas fait attention, je les ai mis, c'était des habits de Shabbat. Oh, zut, il devient impur, les habits, oh là 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 là. Alors, il te dit, en vérité, ce que les Chachamim ils veulent, ce que les gens, ils aient une vigilance, une attention sur tous les actes de leur vie. Parce que tu sais ce que ça devient un monde de folie, cette histoire de la pureté. D'abord, le contact des morts, ce que Rachel nous a dit, la vache rousse, c'est très bien, c'est une chose. Mais le bonhomme, il doit... La traçabilité, vous savez la traçabilité des produits, c'est de savoir d'où ils viennent, etc. Il doit savoir s'il n'y a pas quelqu'un d'impur et qu'il n'y a pas des liquides qui l'a rendu impur, et le contact des aliments qu'il a mangés. Ah, mais dis donc, nous on croit à la cache-route, c'est vrai, et qu'il ne faut pas de verre, de vermine et des choses. Non, c'est déjà suffisamment compliqué, ça nous prend suffisamment la tête. Ah non, il faut savoir, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un tu t'assieds quelque part. Qui s'est assis avant toi? Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait des écoulements ou des trucs ou des machins, ou une femme qui a accouché d'un enfant avant d'avoir apporté son repas? Ouh là 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 là, faire attention sur les chaises dans lesquelles tu... Et je te parle pas d'un lit, parce que peut-être ton lit, c'est peut-être ta femme, quand elle était à l'époque de Nida, elle était sur le lit, ou quelqu'un d'autre. Je fais attention qui on fréquente, qui rentre dans ma maison, avec qui je touche. Le simple contact, je suis dans un bus, il y a un contact avec quelqu'un, mon voisin, il était peut-être impur.
Il avait été impur parce que lui, il faisait pas attention, et il était au contact de quelque chose, ou de sa femme, j'en sais rien, dans une période où il était indisposé. Alors tu sais où je mange, qui je mange, qu'est-ce que je mange, avec qui je mange. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que la vie des Juifs, à l'époque, où on respectait ces halakhot, c'était quelque chose de... Mais c'est une tracasserie perpétuelle de savoir ce que je, où je, comment je, pourquoi je. Et tout ça, ça veut dire pour être présent dans sa vie. Vous entendez? Quand les chachamim, ils nous contraignent à quelque chose, ils nous obligent à quelque chose. Le problème, c'est toujours qu'est-ce qu'ils cherchent à derrière. Les chachamim n'essaient pas de nous tracasser parce qu'ils ont un plaisir de nous gâcher la vie. Chas shalom, c'est pas ça. Ils veulent nous faire vivre. Or, il dit qu'on est tellement léger dans nos actes, on est tellement absent de notre propre vie, qu'on a des lois de pureté et d'impureté qui sont là pour qu'à chaque moment, à chaque pas qu'on fait, on est dans une bulle comme ça. Ça s'appelle les prouchim. Les prouchim, c'est les... Je traduis ça par les farouches. Les prouchim, c'est les gens qui se tiennent à l'écart. Qui se tiennent à l'écart du monde. Mais ce n'est pas des moines, ce n'est pas des ascètes. Mais ils sont dans un monde tellement préoccupé de leur pureté, oui, et c'est ça. Et même quand vous faites les corbanotes, quand on fait les corbanotes, il faut penser quel corban, pour quelle faute, pour qui, etc. Il faut être je dirais, habité dans sa vie. Nous, on n'a pas du tout l'habitude de ça. Pas du tout, on est léger, on ne fait pas attention. On ferme une porte, on ne fait pas attention les clés ou pas les clés. Oui, on fait attention, mais c'est rien, parce que c'est... Là-dessus, tu fais attention, mais tu n'as pas fait attention au papier, ou tu n'as pas attention qu'il y ait quelque chose sur le feu, ou j'ai pas mis la minuterie, j'ai pas... Je sais pas, il y a tellement de... Ce dont on parlait tout à l'heure. On est tellement dans l'inattention, on est tellement absent de sa propre vie. Vous entendez? Absent de sa propre vie. Les halachot, cette guerre que l'on voit que les chachamim y font en ayant des exigences plus que la Torah, c'est pour qu'on habite sa vie, qu'on ne soit pas absent, qu'on ne fasse pas des choses comme ça par inadvertance, par étourderie, par négligence, par manque de vigilance, par etc. Non, c'est le combat de la Torah. Quand elle est en train de dire il faut rentrer dans le Beth Amikdash Tahor, c'est pas simplement pour nous dire faut être Tahor au moment du Korban, mais ça implique qu'il y a une traçabilité, qu'on sache, qu'on fasse attention à ces actes, qu'on soit investi dans ce qu'on est en train de faire. Vous voyez? C'est quelque chose d'absolument énorme. D'accord? Bon. C'est l'article de Daniel Guerre, s'il y a encore d'autres choses là-dessus, mais voilà. Et le Rambam, il va nous dire à la fin des halachot de Tumat Ochlim, bien qu'il est permis de manger, bien qu'on soit autorisé à manger, à boire des aliments contaminés par la Touma, les premiers chassidim, ça veut dire les gens qui étaient forts autrefois, qui étaient au niveau, faisaient attention de ne manger ou boire que des aliments non contaminés, ça veut dire pas touchés par la Touma. Cette attitude est un processus qui mène à la Gdusha. La conduite idéale est de se mettre à l'écart du peuple, de ne pas toucher tout le monde, de ne pas manger ou boire avec n'importe qui. Parce que cette attitude de réserve, prichout, mène à se préserver des mauvaises actions. Et cela mène à Kedushat HaNefesh, éviter les prises de position, les opinions erronées. Et cela mène à ressembler à la Shrina et permet la rencontre avec HaKadosh Baruch Hu. Vous entendez ce qu'il dit le Rambam? C'est une éducation, c'est très très dur, mais c'est une éducation qu'il faut progressivement prendre, de maîtriser ses actes. Et quand vous maîtrisez dans vos actes, vous faites attention à chaque chose que vous dites et tout, à chaque chose comme avec qui vous mangez, avec qui vous fréquentez. C'est vrai que ça a l'air... Le monde n'aime pas ça. Hein, la majorité des gens ne supportent pas ça. Mais c'est ça qui est en vérité la construction d'une vie dans laquelle les choses ont du sens. Et c'est ça ce que ça veut dire, que les pensées, en se comportant comme ça, elles tournent autour de ces objectifs, elles donnent du sens, du poids, de la présence. Nous sommes présents dans nos actes. Vous y êtes? Hein? Bon.
Et ça, les Kohanim, ils avaient tout le temps ça à faire. Les Levim, de temps en temps, quand ils étaient de service dans le Beth Amikdash. Les Juifs, ils avaient à l'époque des fêtes de pèlerinage, comme on a dit. Chayav Adam, le Taïr et Atzmo, la Regel. Un homme, il doit se purifier quand il arrivait avant les fêtes de l'Ergalim. Hein? Et même, il y avait des Chassidim, Arisonim, beaucoup de gens qui étaient les Proshim, qui sont mal vus par la masse, parce que la masse, elle est comme maintenant, quoi. Elle parle pour dire n'importe quoi, elle donne pas beaucoup de sens à leur vie, mais c'est des gens qui sont Proshim, c'est-à-dire Ochlim, Chulen, Betaharat HaKodesh. Ça veut dire, il faut même les choses qui sont laïques, pardon, il faut attention comme si c'est du Kodesh, et qu'il faut faire attention à ça. Bien. C'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il dit. Et maintenant, on va revenir à notre problème à nous. On revient à notre problème à nous. La Gemara, elle dit, pourquoi c'est marqué que les villes refuges, elles étaient Mizrach HaShemesh, à l'est, du côté soleil. On sait très bien que l'est est le côté soleil. Pour te dire, Hazreach Shemesh la Rotzrim. La Torah se préoccupe de donner un futur, que le soleil se lève dans les gens, pour les gens qui étaient dans les villes refuges. Bien que quelque part, il a été exilé, mais la Torah, elle n'a pas abandonné comme ça son sort. Elle est en train de gérer le problème comme un bonhomme qui a fait quelque chose de tellement grave. Comment ce bonhomme-là, il va de nouveau réintégrer la société? Hein? C'est pas, on va pas dire, bah, il est en tôle, on s'en fiche, il est en prison, qu'il soit 50, 10 ans, ça me regarde pas, c'est pas mal. Non. La Torah dit, Mizrach HaShemesh, tu dois lui préparer un avenir, tu dois lui permettre de réintégrer ta société. Alors, je vais dire, on a dit, mais il y a deux personnes, deux styles d'attitude devant le fait qu'on est dépassé par notre négligence, que les actes ont des conséquences beaucoup plus funestes, beaucoup plus graves. Hein? Alors je dirais, si c'est quelqu'un qui veut se décharger de sa faute, eh bien il est prévu qu'il reste dans la ville refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Mais comment ça le... Attends, mais qu'est-ce que ça fait pour lui? Je dirais, ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de payer, il est dans une ville où il est à l'écart du monde. C'est un bonhomme qui est un type normal, qui aimerait vivre comme tout le monde, il est comme tout le monde, il ne cherche pas plus que cela. Et on a dit, tu restes dans cette ville refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, quelque part, est un peu responsable de ce qui lui est arrivé, puisque le Kohen Gadol, il doit prier pour... Parce que, oui, dans notre paracha, vous voyez, quand on dit dans Hémor, regarde comment on parle des Kohanim. Ils ne doivent pas se marier avec n'importe qui, ils n'ont pas le droit de porter le deuil si ce n'est pas les proches, ils n'ont pas le droit de se faire des entailles et des tatouages. C'est des gens qui sont... Il y a une préoccupation de Gdusha. Mais imaginez le Kohen Gadol, même quand il a perdu ses tout proches, il est tellement... Son problème, c'est d'être face à Hachem, de réaliser, d'incarner, de réaliser... Le but de la Torah, d'être proche par rapport à Hachem, d'être avec Hachem. Oui? D'accord? Tu donnes la trouma, mais la trouma, c'est pas pour le Beth Amikdash. Ça, c'est le moyen pour qu'Hachem il soit avec toi. C'est un travail, un entraînement, un exercice pour qu'Hachem il soit proche de toi. Le personnage dans la Torah qui est chargé de la vigilance, de l'attention, c'est le Kohen Gadol. Et on dit que même s'il y a eu quelqu'un qui a un accident qui est arrivé, il est quelque part responsable. Pourquoi? Parce que lui, il devait prier sur sa génération. Lui, il avait une force de dire à Kodesh Baruch Hu, sois présent face à nous, je suis présent face à toi, sois présent face à nous, et qu'il n'arrive pas d'accident. Et donc, cette personne-là qui est dans la ville refuge, elle va sortir, ça c'est le Kohen Gadol, c'est le prétexte, c'est la faute du Kohen Gadol. Si ce type-là, il avait prié comme il fallait, ça ne serait pas arrivé, parce qu'il avait la force de prier contre les accidents, puisque son problème, c'est d'être présent face à Hachem. Je dirais, celui-là, je dirais, avec la mort du Kohen Gadol, ça veut dire on tourne la page. On tourne la page que quoi? Il va revenir dans la ville. Mais... Attends, mais et quoi, et c'est tout? Oui, il va revenir comme il est parti. Parce qu'un bonhomme dont tout le souci, c'est simplement, c'est pas ma faute, c'est le Kohen Gadol, c'est les autres, c'est parce que ma femme, elle n'a pas fait attention, et parce que le bonhomme qui prend pas sur lui les choses, vous savez ce qu'il est? Il est le même. Il lui est arrivé un accident,
il paye pour l'accident, il est soustrait à la vie qu'il aurait bien aimé mener, et à la mort du Kohen Gadol, il dit ça y est, c'est fini, le mec il a payé, les causes sont réparées, c'était de sa faute à lui, maintenant je regagne la société. Il n'a pas bougé, il n'a pas progressé, mais il est exactement ce qu'il était au début. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais essayé de faire plus que ça. Alors le Torah dit que le bonhomme qui essaie juste de se déculpabiliser, eh bien celui-là, il va dans la ville refuge, il a effectivement payé, vous comprenez? Mais tout son problème, c'est qu'il faut payer, il faut réparer le truc, mais c'est pas de ma faute. Celui-là, il a la conscience d'avoir payé, qu'il a été condamné devant tout le monde, qu'il a dû partir dans la ville refuge, et rester dans la ville refuge, etc., être privé de vie, etc., de tout quitter. Et il a conscience, je dois payer, il a payé, mais pour lui, c'est payé. Vous comprenez, il y a eu un accident très grave, il faut payer pour ça, il a payé, et après ça, il regarde la société, il n'a pas bougé. Mais celui-là, qui est un homme qui a pris conscience, alors celui-là, je dirais, il a une proximité avec le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que ce bonhomme qui a pris conscience que c'est parce qu'on est léger dans sa vie, c'est parce qu'on ne s'investit pas dans ce qu'on est en train de faire, parce qu'on fait les choses du bout des lèvres, parce qu'on n'est pas, on est absent de notre vie. Oui, celui-là qui a pris conscience, mais maintenant il faut faire attention, ben zut alors. Mais mince, il faut faire attention. C'est pas, c'est une fois une clé, une fois c'est un feu, un truc sur le feu, une fois c'est... Le bonhomme qui dit, mais il faut être présent, il construit sa vie, là. Cette occasion-là, il a eu l'occasion, c'est un électrochoc qui va le réveiller sur lui-même. Mais regarde ce que ça donne, imbécile. T'as pas vérifié la voiture, regarde, ça donne un accident. Mais ça suffit qu'on soit léger avec soi-même. Vous comprenez? Cet homme-là, il s'est réveillé par rapport à lui-même. Et son phare, son maître, son exemple, c'est le Kohen Gadol. Parce que celui dans la société qui est le phare de la société, celui qui a cette préoccupation, que même quand il a un mort ou quoi, c'est pas... Kohen Makriv Onen, même quand il est en deuil, il vient de perdre un proche, il fait les corbanotes, il doit arriver à être tellement proche d'Hachem qu'il voit toutes les choses à une autre dimension, il est proximité d'Hachem, c'est ça qui est, et tous les événements de la vie, et lui, c'est pas ça, c'est être proche d'Hachem. Ça, c'est l'exemple même de la personne que je suis. V'sifte kohen ishmeru dat, v'torah yevakshim piu, qui malach Hashem tzvakotu, dans Malachi, dans le 2e chapitre du prophète Malachi, on dit, tu sais, le Kohen, ishmeru dat, il a cette connaissance. Et dat, vous savez, un mot qui s'appelle Hesechadat. Vous avez déjà entendu Hesechadat? Hesechadat, c'est une inattention. Par exemple, vous faites une bracha, et puis vous sortez, ou bien vous faites une bracha, vous n'avez pas pensé que ça va, après vous allez manger quelque chose de nouveau. Alors c'est une coupure d'attention. Sinon la bracha, elle serait valable, et pour être valable, la première bracha, elle couvrirait autre chose. Mais celui qui vit d'une façon très ponctuelle, il ne réfléchit pas à ce qu'il est en train de faire, il mange, et puis ça, il s'est fini. Après, quand il va remanger, c'est un acte nouveau, il faut refaire la bracha. C'est le gardien, c'est celui qui incarne la présence. Être présent, attentif à tout. Alors ça peut lui arriver qu'il ne soit pas exactement tout à fait au niveau, c'est vrai. Parce que c'est son rôle, ça. Mais, moi, c'est mon maître. Et c'est ça, c'est Yishmoudat. The Torah Yivakshu Mipiu. Les Kohen Yoru Mishpatecha Yaakov. Les Kohanim, ça a un rôle d'enseignant, d'exemple pour le peuple. Et qui Malach Hashem Tzvakot, c'est un envoyé pour Hashem, d'Hachem pour moi. C'est-à-dire, c'est le maître, c'est lui qui m'apprend, c'est lui qui transforme ma vie. Je voudrais dire comme ça. Que la mort du Kohen Gadol, c'est pas le fait qu'il était dans la ville refuge et qu'il a payé quelque chose. C'est pas parce qu'il était dans la ville refuge que là il a payé, et c'est pas comme ça pour lui. Mais la mort du Kohen Gadol, pour lui, c'est comme s'il est mort lui-même. C'est-à-dire, il a perdu son maître, il a perdu sa boussole, il va tourner la page de cet accident, oui, et il en ressort complètement transformé, et ça l'a branché, cette chose a été l'occasion pour le brancher, avec une attention, une vigilance, une présence dans sa vie. Il n'y a plus d'état d'impureté, tout ça, c'est quelqu'un qui fait attention et qui remplit sa vie de sens. Et c'est pour ça que la mort du Kohen Gadol, qui était
tellement l'exemple qui était devant lui, et ben c'est ça qui finalement, ça l'a complètement cassé. Il a tourné la page, il va revenir maintenant dans la société.